Merci à l'AMCAR pour cette invitation. Alors, on m'a demandé de parler des recommandations, des indications usuelles de la stimulation cardiaque. Je vais essayer de faire court, de faire vite et le plus clair possible. Vous savez que les indications de stimulation cardiaque peuvent être résumées en 4 chapitres: la dysfonction sinusale, les blocs atrioventriculaires, les syncopes réflexes, les combinaisons d'un certain nombre de blocs de branches et enfin la resynchronisation myocardique, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder puisque je ne vais aborder que le côté association, resynchronisation plus bloc auriculoventriculaire. Et le préalable à tout, c'est le cheminement indispensable de la clinique à l'échographie avant l'implantation pour pouvoir évaluer et poser les indications de stimulation cardiaque. Ainsi, l'échocardiographie est un préalable obligatoire pour choisir le type de prothèse avant d'appareiller un trouble de conduction. La première indication, et il faut qu'il y ait des symptômes, c'est la dysfonction sinusale. Vous avez sur votre écran une dysfonction sinusale de 2e degré avec ces trous électriques intermittents. Et lorsqu'il y a des symptômes, on va penser implanter ce genre de patient. Mieux encore, lorsque cette dysfonction sinusale est de très haut degré, qui s'accompagne d'un échappement jonctionnel, il est jonctionnel parce qu'il est fin, avec une conduction rétrograde dans le territoire inférieur négatif en D2, D3 VF. Et donc, lorsqu'on a une dysfonction sinusale, d'abord, il faut mettre un pacemaker quand il y a des symptômes liés à la bradycardie. Deuxièmement, il faut préserver la conduction ventriculaire pour ne pas stimuler le ventricule, car on sait que lorsqu'on stimule un ventricule, on est délétère. Et troisièmement, quand il y a un syndrome brady-tachycardie et qu'on a des symptômes liés à la bradycardie, il va falloir implanter un stimulateur cardiaque pour avoir la main libre pour traiter ces patients. La deuxième indication, ce sont les blocs atrioventriculaires, et le 1er degré et le Luciani-Vinqueback, ce sont des blocs qui nécessitent la présence de symptômes pour être appareillés. Vous avez ici un bloc de presque de 400 millisecondes, 0,40, et donc là il y a déjà des retentissements hémodynamiques. Et chez ce patient-là, le passage en Luciani-Vinqueback conforte, s'il existe des symptômes, c'est très important, d'aller implanter un stimulateur cardiaque. Également, le Luciani-Vinqueback, lorsqu'il existe des symptômes, c'est une indication 2A de la Société européenne, et dans ce cas-là, il va falloir implanter ces malades avec des algorithmes, avec des pacemakers qui préservent au mieux la conduction nodo-ischienne. À partir du 2e degré, eh bien, on n'a plus besoin de symptômes pour implanter des malades. Et donc, à partir du 2e degré, 2 pour 1, ou bien les BAV de haut degré, ou bien les BAV complets, là, on va implanter les gens systématiquement, sans la présence de symptômes. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir, que lorsqu'on a un BAV complet asymptomatique, il va falloir quand même le confier pour qu'il ait un pacemaker. Et ça, c'est une indication classe 1C, qu'il existe ou pas de symptômes, et c'est bien spécifié dans les recommandations. La même chose lorsque vous avez des fibrillations atriales lentes avec une activité ventriculaire régulière qui cache un trouble de conduction nodale, et par conséquent, il va falloir appareiller ces gens-là sans qu'on tienne compte, c'est très important, sans qu'on tienne compte de l'existence de symptômes, car on considère que c'est un BAV de haut degré, et par conséquent, il va falloir les appareiller. Le cas de l'infarctus du myocarde après, qui est accompagné d'un bloc atrioventriculaire, eh bien, le délai s'est raccourci dans les recommandations de 2021, puisqu'on attend au moins 5 jours. Si le trouble conductif persiste, eh bien, il va falloir appareiller ces gens qui présentent un bloc auriculoventriculaire significatif.
De la même façon, lorsque vous avez des troubles de conduction nocturne, en particulier sur les haltères, il va falloir explorer l'apnée de sommeil, car on sait qu'il y a une liaison directe entre les troubles de conduction, mais également les troubles du rythme, quand il s'agit de ces troubles exclusivement nocturnes. Le bloc atrioventriculaire congénital, il doit être appréhendé avec beaucoup de sagesse parce qu'il va falloir tenir en compte l'âge. Est-ce que c'est un nourrisson? Est-ce que c'est un enfant? La qualité de l'échappement, l'accélération de l'échappement à hauteur d'effort et tous ces éléments-là combinés vont nous permettre de choisir un certain nombre d'enfants ou de nourrissons à qui on va mettre des pacemakers. Par exemple, chez les sujets, les nourrissons qui ont moins de 70 battements par minute, lorsqu'il existe d'échappement large, lorsqu'il existe un QT lent, tous ces patients-là vont être appareillés en indication de classe 1. Le TAVI, indication indiscutable en cas de classe 1, c'est l'existence, la persistance d'un BAV de haut degré ou l'existence d'un BAV alternant. Et par conséquent, lorsqu'il existe une indication de ce genre-là, eh bien, on appareille les malades très rapidement. Les malades qui apparaissent, qui font montrer des troubles de conduction, dont le suivi, en particulier lorsqu'il existe des blocs de branche de la branche droite, vont nécessiter le plus souvent une implantation ou au moins une surveillance de ces patients. Donc voilà en ce qui concerne les dysfonctions sinusales et les blocs atrioventriculaires. Il reste un chapitre qui est très important à mon avis, et c'est là où il y a le maximum d'erreurs d'indication de stimulation cardiaque. C'est un chapitre qui est cher à mon ami Jean-Claude Doharo, ce sont les syncopes réflexes. Eh bien, je vais vous amener d'abord à définir ce cadre de syncope réflexe qui comprend trois grandes entités, les vasovagales, les syncopes vasovagales, les syncopes situationnelles et enfin le syndrome du sinus carotidien et ces anomalies. Lorsqu'ils s'accompagnent de bradycardie significative ou de pause, il va falloir quand même statuer sur cet état et poser une indication ou non de stimulation cardiaque. La première indication, ce sont ces bradycardies syncopales pendant les tests d'effort. Et vous voyez là, c'est pendant un test d'effort, le malade est tombé, il n'y a plus d'activité ventriculaire. Et lorsque vous avez des syncopes avec des pauses de ce genre-là, eh bien, il est utile d'implanter ces malades parce que la composante cardio-inhibitrice est très importante dans la survenue de la syncope et par conséquent, là, elle peut être utile au moins en partie. La deuxième indication, ce sont ces malades à qui vous faites des massages sino-carotidiens et vous avez des pauses. Et parfois, ces arrêts sinusaux ou ces pauses sont tellement importantes que si on n'a pas l'habitude de faire quand même des petits gestes de réanimation, on risque d'avoir des problèmes. Et ces arrêts sinusaux, sans une indication d'implantation de stimulateur cardiaque. Voici un malade à qui, personnellement, j'avais fait un massage sino-carotidien et là, vous voyez un point sur le thorax qui fait démarrer une activité. Donc, le massage sino-carotidien avec une atteinte binodale puisqu'il a raccourci et l'activité atriale et l'activité ventriculaire. Donc, c'est très important et j'insiste dans cette partie de mon exposé. Il est exceptionnel qu'on implante les malades avant 40 ans et c'est très important. Avant 40 ans, on doit lever les pieds, on n'implante que les malades qui sont extrêmement symptomatiques, car lorsqu'on met un pacemaker, on transforme la vie d'un patient. Donc ce sont des patients qui ont plus de 40 ans, qui ont des syncopes sévères, qui sont imprévisibles et qui sont récurrentes. Et on doit exiger des pauses de plus de 3 secondes quand les malades sont symptomatiques, de 6 secondes quand ils sont asymptomatiques. La composante cardio-inhibitrice, elle est au-devant de la scène. Et enfin, c'est lorsqu'on arrive à prouver sur le tilt test qu'il y a une asystolie responsable d'une syncope. Tout le reste, eh bien, ce sont des cas
qu'il va falloir négliger, retarder, gérer autrement, car dans la syncope, il n'y a pas que le trouble conductif. Et c'est dans cette catégorie-là de patients, quand on n'arrive pas à avoir un diagnostic de certitude et une liaison directe entre la syncope et le trouble conductif, qu'on est amené à mettre des implantable lubricator pour asseoir un diagnostic de certitude. Le troisième cadre, ce sont les troubles de conduction, et je voudrais retenir votre attention pour vous rafraîchir les idées sur l'anatomie du faisceau de His et des branches droites. Vous savez que la division entre branche droite et branche gauche se passe au niveau du faisceau de His, et vous avez la branche droite qui descend ici et la branche gauche. Déjà, anatomiquement, vous voyez que la branche gauche, elle est beaucoup plus importante que la branche droite, et surtout que cette branche-là va être divisée en hémiblocs antérieurs, en branche antérieure et en branche postérieure. Et vous voyez que l'importance de la branche postérieure explique sa gravité lorsqu'elle est associée à un bloc au niveau de la branche droite. La première indication dans ces biblocs ou ces blocs bifasciculaires, c'est lorsque vous avez un perlant bloc gauche avec un bon ventricule gauche. Chez un patient qui présente des syncopes ou des lipothymies, là, on va aller très vite à l'implantation d'un stimulateur cardiaque. La même chose lorsque vous avez l'association de bloc droit, perlant, hémibloc antérieur, avec des symptômes cliniques. Là aussi, on ne va pas trop perdre de temps et on va aller relativement vite à l'indication d'un stimulateur cardiaque. Et ces recommandations vont être facilitées, vont être justifiées par le fait que lorsqu'on fait une exploration électrophysiologique, on a beaucoup de chances de mettre en évidence un HV long au-delà de 70 millisecondes, ou bien lors de la stimulation atriale, on va avoir un bloc précoce ou un bloc infrahissien, ce qui donc va justifier l'implantation d'un stimulateur cardiaque. J'arrive au bloc de branche alternant, et je suis sûr que ce tracé va plaire beaucoup à Pascal. C'est un bloc droit avec une alternance d'hémiblocs. Et lorsqu'on a ce genre de tracé, c'est une indication classe 1. C'est comme si on a un bloc de 3 branches. Et par conséquent, il va falloir poser l'indication chez ces patients. Et là, c'est contrairement au bloc bifasciculaire qu'il existe ou qu'il n'existe pas de symptômes. Qui n'existe ou qui n'existe pas de symptômes. À côté de ce malade-là, la même chose, regardez ici, vous avez un bloc de branche alternant chez un patient qui a une syncope. Il va falloir aller très vite à l'indication d'un stimulateur cardiaque. Et donc, chaque fois qu'il y a un bloc de branche alternant ou un bloc de branche droit avec une alternance entre la branche antérieure et la branche postérieure gauche, l'indication de stimulateur cardiaque, qu'il existe ou pas de symptômes, est retenue avec un haut niveau de preuve. Lorsque vous avez une insuffisance cardiaque, eh bien, le problème est très important, et c'est la justification de l'échographie avant d'implanter ces patients. Quand il y a une baisse de la fraction d'éjection, moins de 40%, dans certains travaux même moins de 50%, on ne met pas on met pas un pacemaker simple. Les recommandations européennes, c'est une resynchronisation classique. Et si on ne peut pas, on fait au moins une stimulation hisienne pour quand même préserver cette dégradation de la fonction ventriculaire gauche. Je vous rappelle les indications indiscutables de la stimulation ventriculaire, de la resynchronisation. C'est un bloc gauche, une fraction d'éjection basse, des durées du QRS au-delà de 150 et bien sûr une insuffisance du traitement médical, malgré que personnellement je ne partage pas cet avis, car on sait que l'asynchronisme n'est pas traité par les médicaments et par conséquent, lorsqu'il détériore la fonction ventriculaire gauche, il va falloir le prendre en charge. La deuxième chose, ça c'est une indication classe 1A, la deuxième chose, il est hors de question de proposer des malades à une resynchronisation avec un QRS inférieur à 130 millisecondes, et ça c'est vraiment un 3A également. Donc à l'opposé, bloc gauche 150 en implante, pas de bloc gauche moins de 130, eh bien on n'implante jamais.
Les recommandations pour l'utilisation du faisceau de Higgs, eh bien, c'est une technique très séduisante à mon avis. On a commencé à tester cette technique récemment. C'est une technique qui nécessite une courbe d'apprentissage, qui nécessite plutôt d'aller chercher la branche gauche et qui nécessite un suivi. Et on n'a pas encore des études vraiment qui ont une qualité indéniable pour pouvoir la comparer à la resynchronisation myocardique. Alors, pour résumer, et j'espère être dans le temps, je vais vous dire, ce tableau résume pour moi la pratique de tous les jours. Quand vous avez une dysfonction sinusale, on exige des symptômes et des anomalies électrocardiographiques. Quand vous avez un bloc auriculoventriculaire avec un Luciani-Vinquebach, on exige des symptômes et des anomalies électrocardiographiques. Quand vous avez un bloc auriculoventriculaire de 2e degré, type 2 ou 3e degré, les anomalies électrocardiographiques sont suffisantes. Et lorsque vous avez des troubles bifasciculaires, bloc alternant ou syncope réflexe, là, on implique les autres examens avec un intérêt particulier quand les syncopes ne sont pas expliquées. Holter implantable, je vous remercie. Merci, professeur Mustarfer. Donc, on va laisser les questions à la fin. Tu étais à l'heure, à temps.